Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Aussitôt décidé, aussitôt appliqué, l'instruction du président de la République de rembourser la somme de 100 000 dinars aux hadjis qui se sont déjà acquittés du prix du billet lors du paiement des frais du hajj est effective. Instruction du président de la République lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, la création de la Banque de l'Habitat. Objectif, faciliter le financement des programmes de logement et un meilleur contrôle de la politique immobilière. Espionnage via Pegasus, le Maroc a procédé à des écoutes. Une ex-ministre espagnole des Affaires étrangères a indiqué que tout a été utilisé pour couvrir de boue l'aide humanitaire envers Brahim Ghali, accueilli par l'Espagne pour des soins. Propose à la fin du journal de visiter le Bastion 23 qui abrite depuis hier une exposition de céramique d'art placée sous le slogan « La céramique d'art, métier, art et patrimoine ». Bienvenue à tous. Hajj 2022, le président de la République a instruit le ministre des Transports d'indemniser les hadjis qui se sont déjà acquittés du prix du billet lors du paiement des frais du hajj, le billet de voyage qui a été revu à la baisse de 100 000 dinars. Sachez que l'opération de remboursement a commencé. Camélia Mlel. Les futurs hadjis étaient nombreux dans les agences de la Banque nationale d'Algérie, venus se faire rembourser une partie du montant de leur billet d'avion vers les lieux saints de l'islam. Cela s'est fait directement après la décision prise par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'issue de la dernière réunion du Conseil des ministres, une décision portant sur la subvention des frais de pèlerinage à hauteur de 100 000 dinars sur le billet d'avion vers les lieux saints de l'islam. Une décision applaudie par les futurs pèlerins. Nous sommes contents de cette initiative du président de la République portant sur la réduction des billets d'avion. Voilà, je viens de me faire rembourser mon billet et ça s'est fait rapidement. Alhamdoulilah. Nous avons été remboursés, je viens de recevoir mes 100 000 dinars. Dieu merci, nous sommes très satisfaits de la décision du président de la République. La décision du président de la République a été aussitôt concrétisée. Je viens juste d'être remboursé. Alhamdoulilah. Nous avons lancé l'opération de remboursement des billets d'avion au profit des pèlerins. Près de 3 000 hadjis ont été jusqu'à présent remboursés. Il faut savoir que 15 800 hadjis ont payé le montant total de leurs billets. Je rappelle que la Banque d'Algérie garde ses portes ouvertes à travers toutes les wilayas du pays pour les hadjis 7 jours sur 7 et ce jusqu'à 20 heures. Le remboursement du crédit contracté par les hadjis pour payer les frais de pèlerinage s'étale sur 24 mois avec un différé de remboursement de 3 mois. Les premiers vols du Hajj 2022 débuteront le 15 juin et se poursuivront jusqu'au 4 juillet. Autre instruction du président de la République lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, la création de la Banque de l'Habitat. Objectif, faciliter le financement des programmes de logement et un meilleur contrôle de la politique immobilière en rassemblant tous les organismes de financement. Melika Blel. La Banque de l'Habitat se veut une institution financière qui facilitera le financement des programmes de logement, toutes formules confondues, et optimisera la cadence de la réalisation et du lancement des projets. Avec cette nouvelle banque, le véritable décideur, ce sera le citoyen, c'est-à-dire le consommateur. Cette nouvelle institution financière créera à terme une vraie dynamique et concurrence réelle sur le marché immobilier.
Le projet permettra un meilleur contrôle de la politique immobilière et ce, tout en rassemblant tous les organismes de financement. La Banque de l'Habitat va également ouvrir la voie aux particuliers pour participer à son capital. La meilleure solution reste celle choisie par les autorités publiques. Elle consiste à augmenter le capital de la place financière. Cela passe par la création de cette 7e banque publique. Avec le capital de cette banque, c'est le capital de l'ensemble de la place financière qui va augmenter, ce qui va permettre à cette dernière de financer l'économie nationale. Des instructions ont été données lors du dernier Conseil des ministres par le président de la République pour préparer la phase transitoire entre la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance CNEP et la Caisse nationale du logement CNL pour le lancement effectif de la Banque de l'Habitat. Tout d'abord, il faut un soutien financier conséquent. Après, il faudrait une régulation du marché du foncier immobilier, puis définir une stratégie claire du logement en Algérie. Ensuite, trouver un financement alternatif destiné au secteur de l'habitat. Le lancement de cette nouvelle institution financière est prévu pour le 1er novembre de l'année en cours. Investissement et cette usine de transformation du fer à Tougourt, elle a pu se lancer grâce aux aides et facilitations de l'État. L'unité fait partie d'un tissu industriel local qui sera renforcé par plus de 200 projets avant la fin de l'année en cours, selon le ministre de l'Industrie, Malika Blel. L'unité de transformation de l'acier dans la commune de Tmessine, dans la wilaya de Tougourt, est parmi les projets d'investissement réussis ayant bénéficié des procédures concernant la levée des obstacles initiées par le gouvernement et qui a permis la création de 300 postes d'emploi directs. Avant, cette usine se trouvait dans une zone qui n'était pas adaptée à une activité industrielle. Maintenant, on est plus à l'aise et grâce aux instructions du président de la République, nous avons bénéficié de l'électricité et de toute l'aide nécessaire. L'ouverture d'agences bancaires à l'étranger nous aidera certainement dans les transactions et les échanges commerciaux avec nos clients à l'étranger. Les pouvoirs publics sont toujours présents et grâce aux instructions du président de la République et à la rigueur des Wali, plusieurs obstacles qui freinaient l'investissement ont été levés, comme le permis d'exploitation. Cependant, nous demandons des résultats concrets sur le terrain. Nous voulons de la production. La wilaya de Tougourt dispose d'un potentiel foncier qui a contribué à la diversification des projets d'investissement et cela dans plusieurs secteurs d'activité. Fabrication des matériaux de construction, l'industrie agroalimentaire et l'industrie de transformation. Le ministère de l'Industrie accompagnera tous les investisseurs actifs, bien sûr, en leur octroyant le foncier industriel. Aujourd'hui, avec la contribution du Wali et du directeur de l'industrie de la wilaya de Tougourt, dans un premier temps, nous avons récupéré plus de 42 hectares, en attendant de récupérer 32 autres. Ce foncier industriel récupéré sera distribué en prenant en considération le nouveau système mis en place et la création de nouvelles agences nationales. Et pour garantir la sécurité alimentaire dans la wilaya, les minoteries sont appelées à investir dans le domaine agricole. L'exploitation des vastes surfaces de la wilaya boostera également l'activité économique locale. Coup d'envoi hier de la campagne moisson-battage à Bouira à partir de la ferme pilote Bouchraïn dans la commune d'El Asnam. Pour réussir cette campagne, plus de 300 moissonneuses batteuses, dont 159 soutenues par l'État, sont mobilisées. Reportage de Naïm Al-Walish. Ayant débuté le mois dernier dans les villes du Sud, la campagne moisson-battage 2021-2022 se poursuit un peu partout dans le pays, comme ici à El Asnam dans la wilaya de Bouira. C'est-à-dire les estimations au début elles étaient très bonnes, mais les derniers temps on a reçu un coup d'échaudage qui a influé sur les rendements. C'est-à-dire au niveau de notre wilaya, l'échaudage qui a touché les blés tendres et les blés durs. Mais les orges, c'est-à-dire il y aura une très bonne production.
En tout cas, autant la qualité que le rendement de cette année sont supérieurs à ceux de l'année dernière, tandis que l'opération de stockage est encadrée par l'OAIC à travers ses coopératives agréées au niveau national. Aliment vital par excellence, la production céréalière est par ailleurs étroitement surveillée par les services concernés afin d'aller vers une totale sécurité alimentaire. Vu les prévisions importantes qu'on a au niveau de la wilaya de Bouira, qui est connue par son potentiel céréalier, et surtout cette année où on prévoit récolter plus de 70 000 hectares. Donc pour une prévision de production plus importante que les années passées, vu les conditions climatiques qui ont ciblé la région pendant le mois de mars et avril, vu le prix proposé par le gouvernement, c'est à 6 000 dinars le quintal. Le blé tendre à 5 000 dinars, l'orge à 3 400 dinars. On s'attend à une récolte supérieure à celle de l'année passée, qui était, je le rappelle, de l'ordre de 894 000 quintaux. Cette année, nous prévoyons de dépasser le 1 million de quintaux. Maintenant, concernant le dispositif matériel pour accompagner la récolte. Donc, nous visons à récolter, à stocker plutôt le maximum, le plus grand nombre, le plus grand tonnage possible plutôt de blé tendre et dur récolté au niveau des silos ou bien des aires de stockage réservées par la CCLS. Capacité de stockage actuelle, après les réquisitions que nous avons dû opérer, la capacité de stockage est portée à plus de 1 million de quintaux. Afin de prévenir les incendies céréaliers, la protection civile, de concert avec les services de sécurité, ont lancé à l'adresse des Fellah une campagne de sensibilisation leur apportant des outils nécessaires pour qu'ils puissent repousser eux-mêmes un début d'incendie. Où la protection civile a procédé d'abord à une action de sensibilisation au profit des agriculteurs, précédée par ce exercice où on a fait intervenir tous les partenaires tels que la conservation des forêts, les comités communaux d'intervention, afin de se préparer à travailler massivement et efficacement ensemble. La campagne moisson-battage se poursuivra tout l'été à travers le territoire national sous l'œil vigilant de la protection civile. Tourisme à présent, si vous êtes tenté par une nouvelle expérience et passer des vacances dans un lieu exceptionnel, une bonne adresse à vous proposer ce matin, le village de Bouzjer, près de Ain Mouchent, avec son architecture sculpture. Le village attire la curiosité de beaucoup de touristes. Merim Damis nous le fait découvrir. Une architecture atypique en forme de coupole et d'arcade, les 118 bungalows du village touristique de Bouzjer, près de Ain Mouchent, sont l'œuvre d'un promoteur singulier et d'un architecte de renom, Daniel Gratalou, un site touristique qui offre un cadre idéal pour passer des vacances loin du stress des grandes villes. Je suis algérien établi à Berlin. J'ai passé mes vacances ici même, il y a de cela 4 ans. Et depuis, je suis tombé amoureux de ce site magnifique avec des bungalows qui offrent une fraîcheur inégalée en été, une douceur remarquable en plein hiver. Ces constructions possèdent un brevet suisse. Nous l'avons appelé village Gratalou. Cette architecture particulière attire la curiosité des estivants qui veulent sortir de leur routine en passant de bonnes vacances dans un espace original. Pas loin de Bouzjer, et plus précisément à Targa, un nouvel hôtel insolite en forme de paquebot, répondant à toutes les normes internationales, a ouvert ses portes récemment aux touristes. On voulait un projet qui rime avec la mer, donc maintenant que j'ai l'idée, on a pensé à un projet singulier de par son architecture, de par son fonctionnement. On demande, Inch'Allah, est-ce que l'estivant qui y يعيش معنا une expérience particulière. Après une longue année de travail, tenter de nouvelles expériences en passant ses vacances dans un lieu aussi exceptionnel que ce paquebot hôtel reste une aventure à ne rater pour rien au monde.
Vous en avez peut-être déjà entendu parler, l'Aquapark qui a ouvert récemment à Tizi Ouzou. L'établissement accueille déjà beaucoup de monde, des habitants de la région, mais pas que. Ils viennent pour profiter des attractions qu'il propose. Walid Yousfi nous donne un aperçu. Perché sur les hauteurs de Temda, ce parc aquatique est le premier investissement du genre dans la région de Tizi Ouzou. Depuis son ouverture le 1er juin dernier, l'Octopus accueille de plus en plus de visiteurs. Il s'agit d'un investissement qui s'étend sur une surface de 2,5 hectares. Coût total du projet, 500 millions de dinars. Moi aujourd'hui, le constat que je fais, c'est qu'alhamdoulilah, les gens de cette wilaya restent dans cette wilaya. On leur évite le trajet, l'encombrement, les chaleurs, parce que les enfants qui souffrent durant le transport. Aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que d'autres wilayas viennent à nous. Une bouffée d'oxygène pour les habitants de la région, mais pas que. Certains ont même parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour venir se baigner ici. Nous sommes venus découvrir cet aquapark. On s'y plaît beaucoup. C'est un très bel endroit, c'est propre et sécurisé. Avant, nous étions obligés de nous déplacer dans d'autres wilayas pour profiter d'endroits comme celui-ci. Nous avons un très beau pays et ce genre d'initiative permettra à nos enfants de passer de beaux moments dans un environnement agréable. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ça permet aussi peut-être d'ouvrir une certaine porte à de nombreux touristes de venir visiter la Kabylie, pourquoi pas. C'est donc un atout qui a permis de créer de l'emploi et de contribuer à la promotion du tourisme dans la wilaya de Tizi Ouzou. Dans la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 1er au 7 juin plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 2 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 17 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 5 quintaux et 72 kg de kiff traité, alors que 19 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession, 138 717 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Bourj Beji Mukhtar, Ingazam et Janet 101 individus et saisi 24 véhicules, 104 groupes électrogènes, 115 marteaux-piqueurs et des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, tandis que 7 autres individus ont été appréhendés, 5 fusils de chasse, 3000 cartouches, 11 521 unités de diverses boissons, 51,7 tonnes de déchets de cuivre et 30 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande ont été saisies à Wargla, El Oued, Ingazem, Betna, Khanchla, Chlef-Bouira et Sila. De même, les gardes frontières ont déjoué avec les services de la gendarmerie nationale des tentatives de contrebande d'immenses quantités de carburant s'élevant à 98 348 litres à Tamanrasset, Bourj Beji Mukhtar, Tebessa, Taraf et Soukharas. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 145 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 31 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national.
Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené hier de nouvelles attaques contre des retranchements des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Haouza et Mahbes, faisant des pertes humaines et matérielles importantes. Je vous le disais en titre, une ex-ministre espagnole des Affaires étrangères a indiqué hier que le Maroc avait procédé à des écoutes l'an dernier durant la crise diplomatique avec Madrid provoquée par l'accueil en Espagne du président sahraoui Brahim Ghali pour des raisons médicales, des écoutes, des plaintes, des campagnes et notamment des campagnes de presse, a-t-elle ajouté. Le gouvernement de gauche espagnol a assuré que ces piratages au moyen du logiciel de l'entité sioniste Pegasus était une attaque externe et nombre de médias espagnols ont évoqué l'implication de Rabat. Yamina Saïdi. Pour le gouvernement marocain, tous les moyens de pression sont bons pour amener le gouvernement espagnol à se ranger de son côté sur la question du Sahara occidental. Un mois après la vague migratoire en mai 2021, l'affaire Pegasus a fait scandale. Le Maroc avait été accusé durant l'été 2021 d'avoir eu recours à ce logiciel espion israélien après une vaste enquête menée par un consortium de 17 médias internationaux. L'affaire d'espionnage aurait fait surface avec les révélations fracassantes de l'ex-ministre espagnol des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, faites dans le quotidien espagnol El Periódico. L'ex-ministre a indiqué que le Maroc avait procédé à des écoutes l'an dernier durant la crise diplomatique avec Madrid, provoquée par l'accueil en Espagne du président sahraoui Brahim Ghali, pour des raisons médicales, affirmant que tout a été utilisé durant cette crise pour couvrir debout cette aide humanitaire envers Brahim Ghali. Le piratage de téléphone de certains membres du gouvernement espagnol, des écoutes, des plaintes, des campagnes et notamment des campagnes de presse. Le gouvernement comme les médias espagnols ont assuré que ces piratages à l'aide du logiciel de l'entité sioniste étaient une attaque externe provoquée par Rabat. Éclatée en juillet 2021, l'affaire Pegasus a provoqué un scandale à l'échelle internationale. Les agences de presse mondiales et des journaux, dont The Guardian, The Washington Post et Le Monde, ont d'ailleurs révélé les détails de ce scandale d'espionnage à grande échelle qui a touché les hommes politiques, y compris des chefs d'État, des journalistes et des militants du monde entier. Via le logiciel espion Pegasus fabriqué par l'entité sioniste, le Maroc est parmi les pays pointés du doigt pour avoir utilisé ce logiciel. En cette même période, le roi Mohamed VI avait fait appel à l'entité sioniste pour la protection des données personnelles de ses sujets et sollicité le groupe de travail international sioniste pour la protection des données. Mais ce qui ressemble à une simple collaboration en matière de sécurisation des renseignements cache en réalité les véritables intentions du Merzen et de son allié sioniste. Celle d'utiliser les données piratées pour faire pression sur les gouvernements et les États pour qu'ils leur apportent leur appui à leurs viles machinations. L'université marocaine rejoint la contestation populaire contre la misère et la normalisation. Étudiants et universitaires se démarquent de la politique de sionisation prônée et menée par le Merzen. Il la dénonce à l'occasion d'une nouvelle mobilisation. Marim Damis. Ce sont des manifestations qui sont devenues au fil des jours un symbole de résistance aux pressions exercées par le Merzen sur le peuple marocain. Le Merzen, lui, maintient son oppression en imposant par tous les moyens la normalisation avec l'entité sioniste, ignorant ainsi la volonté de tout un peuple. Aujourd'hui, ce sont les étudiants de l'université marocaine et tout le corps de l'enseignement qui ont exprimé leur rejet et leur indignation devant le siège du ministère de tutelle. Et en particulier, ces récents accords de coopération et des partenariats académiques et scientifiques signés entre le Merzen et l'entité sioniste. Enseignants, chercheurs et étudiants ont envahi aujourd'hui les rues marocaines et prévoient des manifestations pour les 3 prochains jours afin d'exprimer leur ras-le-bol face à ce genre de manœuvre visant à accélérer le processus de normalisation et s'immiscer dans l'université marocaine, nuisant ainsi à sa réputation. Côte à côte, ils sont tous présents ici pour protester contre le régime marocain, partageant les mêmes revendications, redorer l'image et préserver la dignité du citoyen marocain, piétiné par le Merzen depuis trop longtemps. Un peuple
qui peine à se nourrir, à avoir sa liberté et accéder au savoir. Les professeurs et les étudiants de tout âge ne veulent plus se taire face à un régime sourd et aveugle. Leur but a toujours été le même, avoir une meilleure qualité de vie, une vie digne et décente. La cause palestinienne a été et reste toujours au cœur des revendications du peuple marocain. Une cause juste et légitime, bravement soutenue par les manifestants venus des quatre coins du Maroc, en criant haut et fort le rejet catégorique de cette énième injustice. Football, Cannes 2023, l'équipe nationale de football sera cet après-midi en appel pour défier la Tanzanie au stade Benjamin Mkapa à Dar es Salaam pour confirmer son renouveau à l'occasion de la deuxième journée du groupe F des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, un match qui sera disputé à 17h heure algérienne. Et les joueurs de Belmadi se sont envolés avant-hier pour la capitale de Tanzanie. La sélection nationale s'est entraînée et a bénéficié d'une séance de soins pour être en forme face à l'équipe tanzanienne. Saïd Flak. Auréolée de sa victoire samedi soir devant l'Ouganda, 2-0, la sélection nationale s'apprête ce mercredi à défier la Tanzanie chez elle à Dar es Salaam avec pour objectif enchaîner un nouveau succès et faire déjà un pas pour la qualification à la prochaine CAN qui aura lieu l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Un match qui ne s'annonce pas de tout repos, cependant, devant une équipe tanzanienne très difficile à manier sur son terrain et qui tentera de créer la surprise, elle qui est revenue avec le match nul lors de la première journée à Niamey face au Niger. Maintenant, il y a encore un deuxième match. La Tanzanie, on a envie de gagner, retrouver la culture de la gagne et toujours partir pour gagner. Avant chaque match, à l'extérieur et à domicile, il faut respecter toutes les équipes. On va bosser, on va revenir, on va être conquérant. Que ce stage se passe du mieux possible avec une autre victoire contre la Tanzanie, Inch'Allah. Et puis doucement, on va revenir, il y a du monde qui va revenir. Ayant fait appel à plusieurs nouveaux joueurs pour ce stage de juin, Jamel Belmadi ne devrait toutefois pas trop chambouler son 11 titulaire par rapport à celui qui a débuté samedi face aux Ougandais. Il pourra compter notamment sur un Youssef Belaili en feu actuellement. Ce match face à la Tanzanie s'annonce compliqué. On se prépare idéalement pour aller décrocher la victoire et maintenir notre première place. Oui, c'est sûr. Ça va être à l'extérieur déjà. On va faire un long voyage. Après, je pense qu'on va bien récupérer demain avant le départ, Inch'Allah. Et j'espère qu'on va pouvoir enchaîner une deuxième victoire et pour être un peu plus tranquille au stage de septembre. Pour ce match face à la Tanzanie, Belmadi fera sans Hicham Boudaoui blessé. Le coup d'envoi est quant à lui prévu à 17h. Et on vous propose d'écouter le président de la commission de l'organisation sportive, Yassine Arabe, qui a affirmé hier lors de son passage sur notre chaîne que l'Algérie est prête pour les Jeux méditerranéens d'Oran. On l'écoute. Tout est prêt. Nous sommes à la veille des Jeux quand même. On est en train de régler les derniers détails. Comme vous savez, pour la commission sportive, nous avons des unités sportives. Quand je parle des unités sportives, c'est-à-dire nous avons les directeurs de compétition, nous avons les directeurs de sites de compétition, les directeurs de sites d'entraînement. D'ailleurs, demain, le jeudi, nous allons nous réunir avec 8 commissions, la commission d'hébergement, la commission de sécurité, commission médicale, commission des infrastructures et équipements, la commission de transport. Bien sûr, on va leur dispatcher le programme journalier. C'est avec ces commissions-là qu'on va travailler. Et bien sûr, on va leur demander d'identifier leur chef d'antenne. Parce que dans chaque infrastructure, nous allons avoir un chef d'antenne de chaque commission. C'est comme ça que ça se fait l'organisation. Et en plus de ça, bien sûr, on va intégrer avec nous les bénévoles. Parce que, comme vous savez, les bénévoles, si vous voulez, c'est le pilier de ces Jeux. Bien sûr, nous avons formé des bénévoles dans ce sens. Et à partir du 11, on va les rencontrer avec leurs directeurs de compétition, les directeurs de site. Et on va commencer les simulations. Nous sommes prêts concernant l'organisation sportive.
Concernant les infrastructures, je dirais que nous sommes prêts à 100%. Et on vous propose pour terminer de visiter le Bastion 23 qui abrite depuis hier une exposition de céramique d'art placée sous le slogan « La céramique d'art, métier, art et patrimoine ». Cette manifestation culturelle qui durera jusqu'au 14 juin réunit 187 artisans venus de tous bords pour partager leur expérience et leur savoir-faire. Badia Armani. De la céramique d'art tout en couleurs, pan du patrimoine algérien exposé au Bastion 23. Des horloges, des abat-jours, des assiettes décoratives, créées par des artisans passionnés. Je fais les arabesques, je suis spécialisé dans les lustres et les horloges, les perforations en général. J'aime beaucoup le travail de la perforation sur l'argile, puisque c'est une découverte pour moi. J'ai participé à plusieurs expositions étrangères et nationales, plusieurs manifestations. Ma spécialité, c'est moresque florail. Je fais beaucoup le bijou berbère en relief, c'est ma touche. Cette exposition permet d'échanger entre les artisans algériens venus des différentes régions du pays, mais aussi montrer aux visiteurs la beauté de cet art ancien. On vise à travers cette exposition à la sauvegarde de ce patrimoine culturel très important qui est la céramique d'art, de donner l'occasion au grand public de savoir sur ces métiers et sur ces produits, et surtout de permettre à nos jeunes d'avoir des opportunités pour être formés, pour devenir des futurs artisans dans cette filière. Nos artisans participent dans la sauvegarde et la réhabilitation du patrimoine culturel de l'Algérie et notamment dans la Kasbah à travers la réhabilitation de plusieurs ressorts, palais et monuments historiques. Cet événement vise un petit peu à rehausser le niveau de qualité des produits de la céramique d'art d'Alger, surtout, et de quelques artisans qui sont venus aussi des wilayas limitrophes. Nous avons pensé aussi avec nos partenaires à sensibiliser les artisans par rapport aux dispositifs de soutien. Durant cet événement, une journée d'études sur la céramique et la poterie, les techniques de fabrication de céramique. Il y aura aussi des ateliers pour enfants animés par l'artiste Fatma Zahra Bouhouni. Et bien sûr, pour célébrer surtout la 60e anniversaire de l'indépendance, il y aura un programme spécial pour cet événement-là. Des formes, des couleurs, des objets d'une beauté saisissante, véritable plaisir aux yeux au niveau de ce joyau architectural qu'est le Bastion 23. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.